Ah non, 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 c'est parce qu'en fait l'autre jour j'ai entendu que c'était bon pour la santé, pour le cœur, pour le corps, tout ça. Voilà, donc du coup je me suis dit qu'un petit verre comme ça en sortant du travail ou après la séance de sport, ça pouvait être bon pour la santé. C'est pas ce que vous croyez. C'est... Enfin, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? D'accord, donc on est parti pour 3000 sur l'alcool. Ok. Bon bah c'est parti. Les théoriques ou réels bienfaits du vin semblent quand même très nombreux. Lutter contre la maladie d'Alzheimer, prévenir les maladies cardiovasculaires, activer la perte de poids, réduire le stress, traiter les troubles érectiles. Franchement, c'est un petit peu comme le ketchup si vous avez vu mes dernières vidéos, c'est le remède à tout. Le vin, il paraîtrait même que ça allonge l'espérance de vie, ce qui est plutôt logique si ça diminue toutes les autres maladies. Plus de maladies, plus de... Oui, c'est logique. Il faut savoir qu'en 1975, chaque personne buvait en France 100 litres de vin par an, ce qui est quand même conséquent. Aujourd'hui, la consommation tend un petit peu à diminuer et maintenant on est aux alentours de 43 litres par an par personne, soit l'équivalent d'un verre ballon par jour. Le vin existe quand même depuis plus de 8000 ans et a été vu pendant toutes ces années comme un remède. Oui, enfin du moins jusqu'en 1900. Il s'agissait d'une boisson bonne pour la santé, du moins théorie mise en avant par Hippocrate en 400 avant Jésus-Christ, puis par Louis Pasteur au 19e siècle, en passant par l'époque de la Renaissance avec Rabelais. En 1900, ça commence à se gâter un petit peu. Les dangers de l'alcool sont progressivement mis en avant, surtout en 1905 avec la création de la Ligue nationale anti-alcoolique. Mais en 1991, le vin revient en force avec le French Paradox mis en avant par Serge Renaud. Le vin, en quantité modérée, serait cardioprotecteur. Mais bon, comme d'habitude, cette idée est très controversée, les études sont contradictoires, comme d'habitude. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette idée de French Paradox? Les Français consomment beaucoup de graisses saturées, presque autant que les Américains, et pourtant, leur risque de mortalité cardiovasculaire est plus faible. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que cette idée de French Paradox? Les Français consomment pratiquement autant de graisses saturées que les Américains. Pourtant, ils ont un risque de mortalité cardiovasculaire plus faible. Et ça, c'est expliqué par la consommation d'alcool, plus précisément de vin, qui contient des polyphénols, une substance cardioprotectrice que contiennent d'ailleurs les fruits et les légumes. Le professeur Serge Renaud avance que la consommation de 1 à 3 verres de vin par jour serait bénéfique pour la santé et cardioprotecteur. Après, c'est important de garder en tête que le reste des consommations alimentaires, l'hygiène de vie en général, va également influencer le profil cardiovasculaire. Je m'explique. Les Français, mine de rien, consomment plus de fruits et de légumes que les Américains. Certes pas assez, mais un petit peu plus quand même qu'aux USA. Et puis ils sont aussi en général un petit peu plus actifs. Donc forcément, ça diminue le risque de maladie cardiovasculaire, même s'ils mangent beaucoup de graisses saturées. À côté de ça, on a aussi l'étude Intraheart qui met en avant que la consommation de 1 à 2 verres d'alcool par jour a les mêmes effets bénéfiques que la consommation de fruits et de légumes ou que l'activité physique. On peut donc se dire que les trois associés, vous avez une santé cardiovasculaire au top. En sachant en plus que les deux populations mondiales ayant la meilleure espérance de vie, ce sont d'une part les Crétois, qui consomment environ 20 grammes d'alcool par jour, puis les Japonais, qui consomment environ 28 grammes d'alcool par jour. Bon d'accord, et puis aujourd'hui, maintenant, on en est où? Eh bien les abus ont conduit à une restriction de la consommation d'alcool, mettant en avant le risque de maladies cardiovasculaires, de cirrhose, de cancer, le risque d'addiction, etc. Sans oublier que 5% de la mortalité mondiale est liée à la consommation d'alcool, toutes causes confondues, que ce soit les accidents de la route ou les maladies. Bien évidemment, il n'est pas du tout envisageable de recommander la consommation d'alcool, compte tenu des risques que ça peut entraîner, soit au niveau des addictions, des maladies, en sachant qu'il y a des personnes qui n'ont pas le droit de consommer de l'alcool, c'est juste pas envisageable du tout. La consommation d'alcool, de vin plus particulièrement, peut s'intégrer dans le cadre d'une alimentation saine, d'une hygiène de vie correcte, avec bien évidemment, comme toujours, la pratique d'une activité sportive, la consommation de fruits et de légumes, patati, patata, vous connaissez le refrain maintenant. Finalement, je pense que nous pouvons conclure ce petit chapitre avec la citation de Paracelse qui nous dit « Le vin, comme tout remède, est poison,
Tout est une question de dosage. Il fait chaud, non? Ouais, bof, il fait 15 degrés en plein mois de juillet, la Normandie quoi, mais ouais, si tu veux, il fait chaud. Non, il fait chaud, allez. Petite bière, ça désaltère. Bon, c'est certain que quand on a très chaud ou très soif, on peut très vite avoir la sensation que la bière, ça nous désaltère. Mais en fait, pas vraiment. Déjà, pour la petite anecdote, quand vous sortez d'un concert, que vous avez bien bougé, bien dansé, bien sué, que vous avez perdu quelques litres de flotte et que vous vous enfilez une pinte de bière, bah vous avez vite fait de retourner aux toilettes. Oui, ça sent le vécu. Mais du coup, vous urinez rapidement ce que vous venez de boire. Pas très efficace la réhydratation. Mais en plus, quand vous avez bien sué, oui, je sais, c'est pas très glamour, mais on est en train de parler de bière. Autant quand tu parles de vin, t'es là genre il y a une belle robe, non? Qu'en êtes-vous, Jean-Louis? Autant quand tu bois ta bière, c'est pas le même délire. Bref, du coup, je vous disais, quand on sue, on élimine des minéraux, notamment du sodium. Et dans la bière, il n'y a pas de sodium. En fait, dans la bière, il y a juste très peu de minéraux, donc ça ne comble pas les pertes. Et c'est la même chose après l'effort. Quand vous suez après avoir soulevé des haltères, la bière, ça ne va pas vous apporter les minéraux que vous avez perdus et elle ne va même pas vous réhydrater, puisque l'alcool, de manière générale, déshydrate, et que vous allez très vite aller aux toilettes, éliminer la bière. Puis, de toute façon, soit dit en passant, pour permettre une bonne récupération musculaire, on a besoin d'énergie et de protéines. Et puis dans la bière, il n'y a pas d'énergie, enfin un petit peu, mais pas beaucoup, et il n'y a pas de protéines. La meilleure collation récupération musculaire, c'est la pinte de lait avec un produit céréalier. Désolé les sportifs, c'est la dure réalité. Franchement, je me demande d'où viennent toutes ces idées. C'est comme quand j'entends que le sel fait pousser les seins, tu te demandes d'où ça vient. À quel moment tu te dis que le rhum va soigner ton rhume? Le gars il était là genre j'ai le rhum. Il s'est dit purée ça sent le rhum. Oh bon Dieu c'est le remède. Mais non. Ou alors, autre solution possible, il était en train d'appeler son poteau au secours. Méchane, j'ai le rhum. Qu'est-ce que tu dis Jean-Claude? T'as quoi? Le rhum. Ah, attends, bouge pas. En voilà un bon rhum. Les gars, ils ont tellement picolé, ils ont mis 3 jours à se remettre de leur cuite. Du coup, à la fin, Jean-Claude, il avait plus le rhume. Ils se sont dit, purée, le rhum, ça guérit le rhume. Non, mais voilà, bref, je continue à me demander comment viennent ces idées. En théorie, comment ça marche? Eh bien, on prépare un krog. Apparemment, il s'agit d'une boisson à base de rhum dans lequel on va ajouter un petit peu de citron et un petit peu de miel, qu'on boit très chaud. Après, j'ai vu sur un autre site qu'on pouvait aussi laisser macérer de l'ail dans le rhum, ou ajouter un petit peu de thym. Ou alors, on peut le faire avec des zestes d'orange, ou de l'anis, ou des clous de girofle. Et on peut aussi remplacer l'eau pour diluer le rhum par du thé ou du lait. Vous, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que le gars qui a écrit cet article, il a ouvert ses placards dans la cuisine, il s'est dit qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, on va prendre un peu de ça, un petit peu de ci, peut-être un petit peu de ça aussi, puis ça va nous faire un remède anti-rhume. What the fuck? Du coup, est-ce que le krog de base, donc le rhum, le citron, le miel, est anti-rhume? Le fait de le consommer chaud, ça va dilater les vaisseaux, donc ça va décongestionner. De la même façon que le ferait une inhalation aux huiles essentielles ou une eau bien chaude. Une tisane, tout simplement. Le miel, ça adoucit, c'est antiseptique, antitussif. Tout le monde prend une cuillère de miel quand on a un petit peu mal à la gorge. Jusque-là, ça va. Le citron est lui aussi un antiseptique assez puissant. Si on prenait une eau chaude au miel citronné ou un lait chaud au miel citronné, ça ferait le même effet que si on prenait ce qu'on appelle un krog. Donc le rhum, le citron, le miel. Sauf que on n'a pas l'alcool, et puis surtout ça ne porte pas cet horrible nom de krog. Au début je me disais même que ça ressemblait à un prénom de troll. Du coup j'ai été voir un petit peu sur internet, j'ai cherché krog le troll, et oui messieurs dames, ça existe. Krog le troll existe. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces charmantes informations? L'abus d'alcool est dangereux pour votre santé, il est à consommer avec modération.
Le slogan, vous le connaissez forcément. Même s'il peut y avoir quelques effets protecteurs contre certaines maladies, l'alcool reste une boisson avec un risque d'addiction et qui à trop forte dose ou trop souvent peut entraîner l'apparition de certaines maladies. J'espère que le sujet vous aura plu. Et puis pour conclure le sujet avec l'info inutile du jour, Londres a été ensevelie en 1814 par une énorme vague de 4 mètres de haut de bière. Une cuve de 500 000 litres a rompu, ce qui a entraîné la chute et la rupture des autres cuves, d'où l'inondation. Malheureusement, 8 personnes sont mortes durant cette inondation de 1814. Est-ce que j'ose? Est-ce que vous allez pardonner? Oui, mort, si blessé. Je pète ma bière. Malubulul. Bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, likez, que je le sache, c'est important. Et puis je vous propose de vous abonner en activant la cloche pour forcément être alerté des prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous dis à bientôt, ciao!